Durant la Renaissance, un vrai émerveillement pour l'Antiquité est né. Les papes et les princes s'entourent de statues souvent devenues blanches, les couleurs n'ayant que peu résisté aux aléas du temps. Au XVIIIe siècle, Winkelmann développe dans son écrit « Histoire de l'art dans l'Antiquité » un discours sur la Grèce blanche, opposant l'Occident blanc à l'Orient polychrome. Des fouilles archéologiques, notamment Herculanum et Pompéi, ont permis de retrouver des traces de pigments sur les sculptures. Toutefois, au XXe siècle, le discours sur l'antique blanche prend une nouvelle ampleur avec la montée des fascismes, ainsi en Allemagne nazie avec les athlètes blancs d'Arno Breker. Ce phénomène de disparition des couleurs s'explique pour de multiples raisons. Il y a tout d'abord les intempéries qui vont user les couches de pigments à la surface et altérer les liaisons organiques. La lumière et l'humidité peuvent oxyder les éléments métalliques tels que le fer, le plomb et le cuivre. Il y a également à prendre en considération l'intervention humaine. Le fait de remonter à la surface des artefacts ensevelis depuis plusieurs siècles les expose à de nouvelles conditions climatiques et les désagrège. Les objets ont pu également être nettoyés avec des solutions acides, corrosifs ou des traitements lumineux intenses qui vont endommager la structure moléculaire des pigments, voire même effacer toute trace de leur présence. Les recherches archéologiques et l'analyse scientifique ont permis de mettre en évidence de nombreux pigments, donnant une large variété de couleurs. Ces pigments peuvent être d'origine naturelle ou synthétique. Il y a tout d'abord la famille des ocres, qui sont des pigments inorganiques naturels, qui sont un mélange d'argile et d'un hydroxyde de fer, donnant diverses palettes de couleurs qui sont le rouge, le jaune, le marron et le violet. Pour le bleu, le pigment le plus employé est le bleu égyptien. C'est le premier pigment synthétique connu. Il est également appelé cuprorivayite. Il est issu de la cuisson entre 870 et 1110 degrés d'un mélange de malachite, de silice et de calcaire. Le vert est un pigment obtenu par corrosion du cuivre. Dans l'Antiquité, des plaques de cuivre étaient suspendues au-dessus d'une bassine de vinaigre chauffé, ce qui a entraîné le dégagement de vapeur d'acide acétique. Le processus continuait jusqu'à formation d'une couche superficielle de vert de gris à la surface du cuivre. Le pigment était ensuite récupéré en grattant. Le pourpre est un colorant organique précieux. Provenant de l'ancienne cité phénicienne de Tyr, le pourpre de Tyr est le mucus du coquillage d'un mollusque nommé Bolinus brandaris. Ce pigment était connu pour sa teinte et pour sa solidité. Pour le blanc, on peut citer notamment le blanc de plomb, connu également sous le nom de céruse. Il est le résultat d'une réaction impliquant le plomb, l'air et l'acide acétique. L'usage de la couleur est une réalité qui touche l'époque archaïque grecque et qui perdure jusqu'à l'époque romaine. La coloration est une étape élémentaire pour considérer l'œuvre comme achevée, elle apporte des éléments clés à sa compréhension. Une des fonctions essentielles de la couleur est de donner au spectateur l'impression de voir la réalité, appelée mimésis, et de provoquer l'émerveillement. On voit des vêtements peints sur les corées qui sont des jeunes femmes ou des déesses de l'époque archaïque. La richesse et la complexité de l'habit permettent de l'identifier comme une déesse ou une simple jeune femme. Sur cet exemple, on peut voir grâce aux analyses techniques les ornements de frises d'animaux et qui permettent de l'identifier comme une déesse, Athéna ou Artémise. La couleur sert aussi à octroyer à la statue un effet d'énergie, de mouvement, par exemple avec l'archer d'Aphaïa. La peau était également colorée pour donner vie aux statues et ceci sera développé en particulier par les Romains. Avec cette tête de l'empereur Caligula, on souhaite créer une image réaliste par des effets de reflets et d'ombre sur les chairs. Pour l'analyse de la polychromie, on a déjà plusieurs techniques d'observation, telles la microscopie ou l'emploi de lumière rasante. On peut citer par là les spectroscopies infrarouge et Raman, qui permet de déterminer les groupes fonctionnels des espèces chimiques présentes à la surface. Pour l'identification des atomes ou des pigments, on a plusieurs techniques d'analyse, la plus utilisée étant la spectroscopie par fluorescence des rayons X. Le but étant d'émettre à la surface d'un échantillon un faisceau de rayons X. Ce faisceau de rayons va faire passer les atomes de leur état fondamental vers leur état excité, lequel étant instable va revenir vers l'état fondamental en émettant un photon d'énergie de rayon X. Comme chaque atome a une configuration électronique qui lui est propre, le photon aura une longueur d'onde spécifique et l'analyse va permettre l'identification précise des éléments. Ces techniques ont notamment permis de déterminer les couleurs de l'Auguste du Prima Porta. Ils ont des fonctions symboliques avec le manteau pourpre et le décor de cuirasse. La couleur pouvait être chargée de symboles, notamment la dorure. Le monde grec avait une technique appelée la dorurobole, qui consistait en l'application de sous-couches de blanc de plomb opaque et d'ocre rouge ou jaune, pour rehausser la couleur de l'or et masquer l'aspect du marbre.
L'or était appliqué en feuilles qui étaient maintenues par une colle organique. Cette dorure nécessitait un entretien, la ganosis, qui permettait de nettoyer les traces laissées par la fumée et la poussière. La dorure contribuait à donner à la statue ce que les Grecs appelaient la charis. On peut définir ce terme comme une dimension impalpable de brillance et d'éclat. Cette recherche de la brillance se conjuguait avec l'emploi de statues en chryséléphantine ou des yeux en pâte de verre. Pline parlait de l'or comme la couleur des étoiles. Symboliquement, l'or a d'abord été un attribut pour les dieux, notamment pour Apollon, la divinité solaire du panthéon gréco-romain. À partir du IVe siècle avant notre ère, les souverains héritiers de l'empire d'Alexandre le Grand vont l'utiliser sur leur statue pour se diviniser et montrer leur puissance. On a notamment l'exemple d'un Gaulois vaincu retrouvé à Délos. La statue était entièrement dorée, sauf les cheveux et le pubis rehaussés d'ocre rouge. Ici, la dorure met en valeur le vaincu pour mieux glorifier le vainqueur, la coloration rouge étant un code de représentation propre aux Celtes. Bien que la polychromie dans l'Antiquité ne soit plus un tabou ni une nouveauté dans les milieux scientifiques, elle reste un élément qui a du mal à pénétrer la culture populaire. Autant l'on peut s'imaginer des statues dorées, autant on a encore du mal à imaginer et à accepter la richesse chromatique de certaines œuvres. L'analyse de surface a permis d'apporter des informations supplémentaires sur l'apparence originale et les techniques artistiques employées par les Grecs et les Romains pour leurs sculptures. Et c'est pour cela qu'il est important de continuer ces recherches. Car plus les connaissances scientifiques et les techniques analytiques se développent, plus nous revisitons ces civilisations lointaines et profitons de leur héritage.